Un week-end sanglant pour les forces de l'ordre au Nigeria. 13 policiers ont été tués dans une embuscade dans l'état de Zamfara. À l'œuvre, des voleurs de bétail selon la police locale. Les proches de Moïse Katumbi, de plus en plus mécontents en RDC. Un des leurs est en détention depuis ce week-end. Pour avoir fait des publications sur Facebook, un journaliste est condamné à 2 ans ferme de prison en Algérie. Sa réaction dans un court instant. Bonsoir et bienvenue à ce journal. Au Nigeria, 13 policiers ont été tués dans une embuscade tendue par des voleurs de bétail dans l'état de Zamfara, dans le nord-ouest du pays. C'est ce qu'a annoncé ce dimanche soir la police locale. Reportage. Le porte-parole de la police locale, Mohamed Cheou, a indiqué ce dimanche soir qu'une patrouille de police a été attaquée dans le village de Kouraramota, dans le district de Bungudu, où elle s'était rendue pour répondre à un appel de détresse des résidents concernant une attaque imminente des malfaiteurs. Malheureusement, 13 policiers ont perdu la vie, a-t-il ajouté. La police a lancé des recherches pour tenter de retrouver les bandits, comme sont désignés dans cette région les kidnappeurs et voleurs de bétail dans les zones forestières voisines où ils se cachent, a ajouté l'officier de police. Selon les résidents, les bandits avaient d'abord tenté d'attaquer le village voisin de Magami, mais avaient été repoussés par les forces de l'ordre stationnées en ville. Un résident, Batouré Danmalam, a expliqué que les bandits ont alors attaqué un village voisin où ils ont tué une personne et pillé quelques magasins avant de se rendre à Kouraramota où ils ont attaqué les policiers. Le nord-ouest du Nigeria est le théâtre depuis plusieurs années des activités de bandes de criminels qui attaquent, pillent et enlèvent les villageois dont ils volent le bétail et brûlent les maisons. Toujours dans le même pays, le Nigeria, les familles de plus de 110 enfants kidnappés dans leur lycée peinent à supporter cette brusque séparation. Dans l'attente de leur retour, ils se remettent à Dieu. Suivons. Inconsolables, elles le sont toujours. Ces familles subitement privées de leurs enfants, tous des apprenants enlevés, voilà déjà 2 semaines au niveau du lycée Bethel de l'état de Kaduna, au Nigeria. Faute de répondants fiables, seule la prière au quotidien et pendant de longues heures pour se remonter le moral et espérer la libération sous peu des adolescents. Au milieu de la cour de l'école, les chaussures des enfants ont été ramassées en état. C'est là que Wobia Ibrahim, le père d'une des jeunes filles enlevées, passe désormais le plus clair de son temps, espérant le miracle un de ces jours. Comme dans la plupart des dernières attaques, les ravisseurs ont agi la nuit et forcé les enfants, en tout 119, à les suivre à pied dans l'obscurité jusque dans les forêts avoisinantes. Si quelques-uns ont pu s'échapper, le grand nombre reste encore entre leurs mains. Cette attaque est la dernière d'une série d'enlèvements de masse d'enfants et d'étudiants commis dans le nord-ouest du Nigeria par des groupes armés criminels. Les islamistes de Boko Haram s'étaient livrés au premier rap dans des écoles avec l'enlèvement de plus de 200 jeunes filles dans le dortoir de Chibok en 2014, suscitant l'émoi de l'opinion publique mondiale. Depuis, les enlèvements d'écoliers se sont tragiquement multipliés, devenant presque la mode. Le thermomètre a grimpé ces dernières semaines au Sénégal et en parallèle, les noyades ont repris. Alors que les lieux de baignade accessibles reculent face à la privatisation du littoral, les Dakarois se ruent vers les dangereuses plages de la Grande Côte qui a risqué leur vie. Reportage. Pendant les 6 premiers mois de l'année, 48 personnes, pour la plupart âgées de 17 à 25 ans, sont mortes par noyade dans la région de Dakar, dont une majorité en juin, explique l'adjudant-chef d'une équipe de sapeurs-pompiers de la capitale. À la même époque, l'an dernier, le bilan était de 44 morts. Au niveau national, les décès par noyade de baigneurs se comptent par centaines. 279 en 2018, 250 en 2019
et 224 en 2020. Les plages de la mort titrait cette semaine en guise d'avertissement le journal Sud Quotidien qui redoute un bilan encore plus lourd en juillet et août, période de canicule et de traditionnelles ruches des jeunes vers la mer. Malgré les 700 km de côte que compte le Sénégal, la majeure partie de ces 16 millions d'habitants ne savent pas nager, souligne le président de l'Association nationale des maîtres nageurs et surveillants de baignade Ibrahima Fall. Située sur une presque île à la pointe occidentale de l'Afrique, la capitale Dakar ne devrait pourtant en principe pas manquer de lieux de baignade. Mais outre que certaines plages urbaines atteignent des niveaux de pollution dissuasifs, beaucoup ont été privatisées par des propriétaires de bars, d'hôtels, de restaurants ou de résidences privées, a indiqué le maître nageur. En République démocratique du Congo, Jacky Ndala, le président de la Ligue des jeunes du parti de Moïse Katumbi, a été arrêté. Pour les proches de l'ancien gouverneur, une nouvelle étape a été franchie ce dimanche avec cette arrestation. Les autorités congolaises ont proposé une loi sur la congolité qui pourrait interdire l'accès à la fonction présidentielle et à d'autres fonctions régaliennes aux personnes qui n'ont pas un père et une mère congolais. Le texte est vivement contesté par le parti de Moïse Katumbi qui a même menacé de quitter la coalition au pouvoir. Alors qu'il n'y a toujours pas d'apaisement entre pro-Katumbi et pro-Tshisekedi, suite à cette proposition, le patron de la Ligue des jeunes du parti de Moïse Katumbi a été arrêté. Et pour les proches de l'ancien gouverneur, il s'agit d'une nouvelle étape qui a été franchie ce dimanche avec l'arrestation de Jacky Ndala. Les raisons de l'arrestation de ce dernier ne sont connues ni de ses proches ni de son parti, Ensemble pour la République. Selon les explications de John Padou, le rapporteur de la jeunesse du parti, c'est depuis 3 jours qu'il est victime des menaces et autres traitements faisant état qu'il sera arrêté et acheminé là où ils vont vouloir l'amener. Selon un communiqué d'Ensemble pour agir, c'est l'Agence nationale des renseignements qui a procédé à l'arrestation vers 9h ce dimanche. Le même jour, elle venait de relâcher 2 collaborateurs de Jacky Ndala appréhendés samedi soir par des hommes inconnus, précise le communiqué. Venus à bord de 4 véhicules, dont 2 qui avaient des plaques d'immatriculation de la présidence de la République, dont relève l'Agence nationale des renseignements. Le parti affirme que les 2 collaborateurs ont été torturés avant d'être relâchés. En Afrique du Sud, c'est le grand nettoyage après les violences. Armés de pelles et de balais, des citoyens continuent de débarrasser les magasins et autres commerces des dégâts issus des pillages et des émeutes. Reportage. À côté d'un mur tagué « Libérez Zuma » et « J'emmerde la démocratie », des riverains débarrassaient des monticules de gravats près d'un centre commercial de Durban sur l'océan Indien. Les premiers incidents, pneus brûlés et routes bloquées ont éclaté la semaine dernière au lendemain de l'incarcération de l'ex-président Jacob Zuma, condamné pour outrage à la justice dans son bastion du KwaZulu-Natal. Puis les entrepôts, usines et centres commerciaux ont été méthodiquement pris d'assaut par des pillards et les violences se sont étendues à la plus grande ville du pays, Johannesburg, sur fond de chômage endémique et de nouvelles restrictions anti-Covid jusqu'à provoquer l'intervention de l'armée. Au total, 212 personnes ont trouvé la mort, dont 180 dans le KwaZulu-Natal. Et les forces de sécurité ont procédé à plus de 2500 arrestations. Mais après une semaine d'incidents, un calme précaire semble régner. Aucun incident n'est signalé dans la capitale économique et même en pays zoulou où des poches de violence résistaient, alimentées aussi par des tensions raciales entre Sud-Africains noirs et d'origine indienne, une accalmie semble se profiler. La police enquête sur 12 personnes soupçonnées d'être les cerveaux de l'opération. L'une d'entre elles a déjà été arrêtée. Elles craignent par ailleurs un regain des cas de Covid causés par des mouvements de foule lors des pillages, alors que le pays est en proie à une 3e vague meurtrière de la pandémie. En Algérie à présent, un journaliste a été condamné à 2 ans de prison ferme par un tribunal de Tébessa pour des publications sur Facebook. C'est ce qu'a indiqué ce dimanche une organisation non gouvernementale du pays. Pour des publications sur Facebook, le journaliste Abdel Sayad a été condamné par contumace à 2 ans de prison ferme avec mandat d'arrêt par le tribunal de Tébessa.
Le Comité national pour la libération des détenus a indiqué sur son compte Facebook que le tribunal a aussi ordonné la suspension de son contrat de travail à la radio locale de Tébessa, où il a exercé pendant 26 ans. Le journaliste, qui n'était pas présent à l'audience pour une raison non précisée, a réagi avec humour, sans préciser la nature des publications sur Facebook pour lesquelles il a été condamné. Je n'ai jamais imaginé cette gloire dans la Nouvelle-Algérie. 2 ans de prison avec un mandat d'arrêt et un autre ordre de suspendre mon travail à la radio où j'ai passé 26 ans, a écrit en français Abdel Sayad sur son compte Facebook. Quelle bonne nouvelle à la veille de l'Aïd al-Adha. Merci Monsieur Abdelmajid Tebboune pour cette grande réalisation, a-t-il ajouté en citant le président algérien. Contacté, le journaliste et la radio qui l'emploie n'ont pas répondu dans l'immédiat. Ce jugement est le dernier en date d'une série de condamnations sévères visant des journalistes dans ce pays d'Afrique du Nord, malgré les critiques internationales. L'Algérie figure à la 146e place sur 180 du classement mondial de la liberté de la presse 2021, établi par l'ONG Reporters sans frontières. Aux États-Unis, un match de baseball a été interrompu ce week-end à Washington. À l'origine, une fusillade à l'extérieur du stade. Le drame a occasionné 3 blessés. Les détails. 3 personnes ont été blessées par des tirs, a indiqué le chef adjoint de la police de Washington, revenant sur le premier bilan faisant état de 4 personnes touchées. 2 des blessés se trouvaient dans l'une des 2 voitures impliquées dans la fusillade, tandis que la 3e est une femme qui se trouvait sur le trottoir à la sortie du match, a-t-il indiqué. À aucun moment pendant l'incident, les personnes qui assistaient au match à l'intérieur du stade n'ont couru le moindre danger. Ce n'était pas un incident de type tireur actif. Tout s'est déroulé à l'extérieur du stade, a-t-il précisé à la presse. La femme blessée devrait s'en sortir. La fusillade avait été entendue alors que des milliers de spectateurs assistaient à un match entre les Washington Nationals et les San Diego Padres qui a rapidement été interrompu. Plusieurs rafales d'armes automatiques sont clairement identifiables dans des vidéos publiées par la suite sur les réseaux sociaux. Les spectateurs ont été priés de quitter les lieux, ce qu'une partie d'eux a fait, et les sportifs ont eux aussi quitté le terrain précipitamment. La police a ouvert une enquête. Les États-Unis ont une longue et douloureuse histoire de violence mortelle par arme à feu, perpétrés dans la rue, dans les établissements scolaires, sur les lieux de travail, voire dans certains centres commerciaux. Il y a plus d'100 d'homicides cette année à Washington, dont de nombreux par armes à feu.